Bon, la salle est en pleine, on va démarrer. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir avec l'AMLIS et l'Université ouverte, bien sûr, pour vous présenter un nouveau cycle sur les supervolcans, que je vais décliner en 3 présentations. Aujourd'hui, je vais essayer de vous définir ce qu'est un supervolcan. En avril 17, on s'intéressera à l'un de ces supervolcans, qui est Yellowstone, et au mois de mai, le 22, je vous parlerai d'un autre supervolcan, qui est celui des Champs Flégriens, en Italie. Alors, ma première présentation va consister à essayer de vous expliquer ce qu'on entend par supervolcan. Alors, je ne sais pas parmi vous, ceux qui sont venus par le biais de l'Université ouverte et ceux qui sont venus par le biais de l'AMLIS, qui est venu par le biais de l'AMLIS? Ok. Alors, si vous êtes allé voir le site de l'AMLIS, vous avez peut-être constaté qu'une erreur s'est glissée dans le titre de ma présentation, qui était intitulé « Qu'est-ce qu'un volcan ?» ce qui serait d'une banalité totale. Donc je ne vais pas vous raconter ce qu'est un volcan, mais ce qu'est un supervolcan. Et justement, l'objectif de ma présentation, c'est de voir quelles sont plutôt les spécificités d'un supervolcan qui font qu'il ne s'agit en aucun cas de volcan classique. Ok ? Alors, je vais pour cela vous présenter d'abord la façon dont on définit un supervolcan. Vous allez voir que la définition n'est pas forcément ric-rac. Après cela, je vous parlerai des super-éruptions qui définissent par elles-mêmes la qualité de supervolcan, qui sont, on va le voir, extrêmement rares, heureusement pour nous, mais paroxysmales. Après cela, une des caractéristiques essentielles de ces supervolcans, ce sont des caldeiras gigantesques que j'essaierai de vous définir. Après cela, je vous montrerai ce que l'on ne voit pas, mais qui est très important pour le fonctionnement de ces volcans. Et pour terminer, je vous parlerai des conséquences d'une super-éruption que je prendrai comme exemple. D'accord ? Alors, ce qu'il convient de bien préciser au départ, c'est que ce qui a conduit à la définition de ce supervolcan, et ça c'est une singularité par rapport aux sciences de la Terre d'une façon générale, c'est qu'au départ, c'est un film catastrophe qui a introduit cette notion de supervolcan, qui s'appelait Supervolcano, un film qui a été proposé en 2000 par la BBC, qui a été repris ensuite par la Discovery Channel, et avec un sous-titre qui dit assez bien ce en quoi consiste un supervolcan, du moins une super-éruption. Cette histoire est vraie, elle n'est juste pas encore arrivée. Et c'est effectivement la réalité des supervolcans, puisque nous allons voir la toute dernière super-éruption connue remonte à 22 000 ans. Ce qui fait que l'on n'a jamais observé de super-éruption. Et puis, à partir de cette introduction par un média de ce terme de supervolcano, eh bien, les scientifiques qui avaient déjà identifié que certaines éruptions anciennes étaient beaucoup plus importantes que d'autres, ont repris ce vocable de supervolcan. C'est donc ce que je vais essayer de vous définir. Alors, comment justement peut-on définir un supervolcan? Eh bien, je vais y répondre en posant une autre question. C'est souvent le cas en science. Un supervolcan, c'est un volcan, la Palisse aurait peut-être pu le dire, qui a connu une super-éruption. Mais ça paraît un peu bête de dire ça, mais c'est important parce que dans l'activité, dans l'histoire d'un supervolcan, il n'y a pas que des super-éruptions. Vous avez des éruptions tout à fait banales, classiques. Donc, comment définir une super-éruption? Là, je vous ai mis quelques sphères qui essayent d'estimer les volumes de certaines éruptions. Alors, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais je vais en prendre quelques-unes pour vous situer un petit peu les choses. Ici, vous avez l'éruption de l'Eyjafjallajökull, le fameux volcan islandais qui, en 2010, a perturbé le trafic aérien. Eh bien, le volume estimé de cette éruption évolue entre 0,3
0,1503 km3. 0,1503 km3. Je prends un autre exemple, ce que l'on considère comme la plus grosse éruption du XXe siècle, celle du Pinatubo. Le Pinatubo, c'est 5 km3. Alors, ça oscille les estimations entre 5 et 10 km3, parce que ça dépend un petit peu de ce dont on parle. Ça, je vais l'évoquer dans quelques images. Après cela, une éruption dont je vous ai, qui est à peu près du même ordre de grandeur, un petit peu moins, dont j'ai eu l'occasion de parler assez souvent, la fameuse éruption du Vésuve en 79, entre 3 et 4 km3. C'était une éruption importante, mais qui ne représentait que 4 km3. Ensuite, une éruption qui a défrayé la chronique à son époque, et puis depuis, l'éruption du Krakatoa en Indonésie, en 1883. C'est de l'ordre d'une vingtaine de kilomètres cubes. Ça monte, ça monte. Et puis après, on va passer, je saute une étape importante, l'éruption de Crater Lake, le volcan Mazama dans l'Oregon, aux États-Unis. Là, on en est à 150 km3. 150 km3, ça fait 1000 fois l'éruption du volcan islandais. Et puis si je monte, là j'ai trois grosses boules avec des volumes estimés de 600 km3, 1000 km3, près de 3000 km3. Ça vous montre un petit peu l'échelle des éruptions possibles. Alors, à partir de cet inventaire assez rapide, question suivante, à partir de quel stade va-t-on parler de super-éruption? Alors, pour cela, plusieurs critères vont être pris en compte. Il y a le volume de magma qui est très important, mais vous avez un autre critère qui est évoqué ici et sur lequel je vais m'appesantir maintenant, c'est le fameux VEI. Ce VEI, c'est en français l'indice d'explosivité volcanique. Cet indice d'explosivité, c'est un indice qui est semi-quantitatif, un petit peu empirique, et qui dépend d'un certain nombre de facteurs, qui est incrémenté de 0 jusqu'à 8. 0, ce sont des éruptions. Alors là, je ne suis pas en train de parler de volcans, je suis en train de parler d'éruptions, sachant qu'un même volcan peut avoir plusieurs types d'éruptions. Un VEI de 0, c'est une éruption qui est essentiellement lavique. Par exemple, ce qui se passe actuellement au Kilauea, à Hawaï. Quand c'est faiblement explosif, on passe à un VEI de 1. Ça, ce sont les éruptions classiques. Je dis bien classiques de Stromboli. Parce que Stromboli, depuis quelques années, a des éruptions plus importantes que d'antan. Et là, on va passer d'un VEI de 1 à un VEI de 2 à 3. Et puis, au fur et à mesure, vous voyez que l'explosivité va avoir tendance à augmenter. La question est de savoir comment on va identifier cette explosivité. Pour cela, eh bien, il va y avoir deux critères essentiels, qui va être la hauteur du panache éruptif. Si c'est purement effusif, lavique, le panache il va être inférieur à 10 mètres, à 100 mètres, allez, maximum. Et à partir d'un VEI de 5, vous avez des panaches qui, classiquement, vont au-delà de 25 km. Quand je dis au-delà de 25 km, on connaît des panaches de 35, 40, 45 km d'altitude. Ça, c'est le premier critère. Et puis le deuxième critère, c'est le volume de matériaux éjectés. Ce volume de matériaux éjectés, il peut être extrêmement faible quand vous avez, par exemple, au Kilauea, c'est rien du tout. Et puis il va grossir jusqu'à atteindre des volumes supérieurs à 1000 km3 pour définir des VEI de 8 qui correspondent à la classe des super-éruptions. Alors on a des super-éruptions entre des VEI de 7 et de 8. Et puis ici, vous avez pu constater que sous ce volume de 1000 km3, j'ai rajouté un petit 450 DRE. Alors ça, c'est important à prendre en compte, car en effet, quand on parle de volume, la notion de volume peut facilement varier du simple au double, selon que l'on considère le volume de matériaux éjectés ou le volume de magma initial avant vésiculation des matériaux éjectés.
Et ce volume que l'on qualifie de DRE, DRE c'est l'abréviation de Dense Rock Equivalent, donc c'est l'équivalent en roche dense, c'est-à-dire en magma, avant la vésiculation. Bon, il y a une petite formule très simple, hein, le volume des projections, ce qu'on appelle les téphras, c'est l'ensemble des matériaux éjectés, qui est multiplié par la densité de ce téphra, ceci divisé par la densité du magma. Donc il y a, pour passer d'un volume DRE à un volume total, de façon un petit peu simplifiée, on va dire que ça double à peu près. Mais vous allez voir que, alors vous allez dire, passer du simple au double, ça change tout. Mais en fait, non. Ça ne change pas grand-chose par rapport à l'échelle des volumes. Doubler, c'est loin du fait de changer d'un ordre de grandeur. Donc ce n'est pas essentiel comme notion, mais je le précise quand même. Et puis, cet indice d'explosivité volcanique est corrélé à un autre indice que l'on peut calculer, qui est la magnitude. La magnitude d'une éruption, c'est le log décimal, pour ceux que ça intéresse, le log décimal de la masse en kilos éruptée, moins 7. Pourquoi moins 7 ? Tout simplement pour faire coller un petit peu la magnitude avec le VEI. Alors ce qui est intéressant, c'est que ceci fait aussi ressortir un troisième paramètre que j'ai oublié de vous mentionner, mais qui est important, c'est la fréquence des éruptions. Quand vous avez des éruptions d'un VEI nul ou extrêmement faible, de 1, on a des éruptions qui sont quasiment quotidiennes. À Stromboli, on a des petites éruptions quotidiennes. Et puis, au fur et à mesure que le VEI augmente, eh bien, la fréquence des éruptions diminue. Et quand on arrive dans des VEI de 7 ou de 8, eh bien, vous voyez qu'un VEI de 7, on a des éruptions avec des intervalles de l'ordre de quelques milliers d'années. Et quand on arrive à des VEI de 8, eh bien, les fréquences sont des éruptions qui se chiffrent en dizaines, voire en centaines de milliers d'années. Ça, c'est un paramètre très important. Et c'est ce qui ressort bien dans ce petit diagramme, où vous voyez qu'au fur et à mesure que le VEI augmente, au fur et à mesure que la magnitude augmente, eh bien, la fréquence des éruptions diminue. Ça a été évalué sur des temps, je ne sais pas sur quel laps de temps, mais je ne l'ai plus en tête. Mais vous voyez que pour des VEI de 4, où c'est déjà explosif, là on va parler dans ce qui suit que d'éruptions explosives, eh bien on en a répertorié environ 600, et dans le même laps de temps, des VEI de 8, on en a une vingtaine seulement. Donc cette notion de décroissance de la fréquence des éruptions est très importante. Alors, on peut essayer de représenter ça de façon à ce que ce soit un peu plus visuel sous la forme de sphères. Ces sphères sont particulièrement parlantes. Le VEI a été incrémenté de 0 jusqu'à 8. Avec des VEI de 0 jusqu'à 3, je ne considère ici que des éruptions explosives. Eh bien, on a des volumes qui sont extrêmement faibles. Là, l'exemple qui a été pris, ce sont des petits cratères stromboliens d'un supervolcan, qui est le supervolcan de Longue Valley. Ceci pour vous rappeler, ça je vais revenir, que dans un supervolcan, on a bien sûr des super-éruptions, mais on a aussi des petites éruptions. Et puis ensuite, eh bien, le fameux volcan islandais, la Eyjafjallajökull, avec son volume de 0,15 à peu près, eh bien, on a un VEI qui est entre 3 et 4. Le mont Sainte-Hélène, que d'aucuns ont fait une super-éruption en 1980, en fait, c'est une toute petite éruption, c'est maximum 1 km3. La fameuse éruption du Vésuve, 3-4 km3, vous voyez qu'on est dans un VEI de 4 à 5. La plus grosse éruption du XXe siècle, le Pinatubo, on est dans un VEI de 5, un volume total de lave éjectée de l'ordre de 10 km3. C'est beaucoup plus qu'un petit cône strombolien, mais c'est quand même pas beaucoup. Tambora, la plus grosse éruption historique, selon certains, 1815, c'est de l'ordre de 100 km3. Mais ensuite, quand on passe au supervolcan, eh bien, la dernière éruption de Yellowstone, c'est 1000 km3. Et il y a encore plus important, on le verra, avec l'éruption du Toba en Indonésie. Voilà, donc ces sphères visualisent bien les évolutions, les différences, les écarts de volume. Alors pour ceux qui préfèrent les cubes aux sphères, eh bien, on peut représenter ça sous forme de cube.
Alors là, j'ai commencé avec un tout petit cube pour un VUI de 5 déjà, en prenant l'éruption du Mont Sainte-Hélène. Ça, c'est le volume du Mont Sainte-Hélène. Et ici, eh ben, vous avez le volume d'une éruption de Yellowstone avec 1000 km3, avec des intermédiaires qui reprennent ce que je vous ai déjà raconté. Alors, si vous voulez, de façon simple, garder des ordres de grandeur en tête, vous pouvez partir du Mont Sainte-Hélène, 1980, 1 km3. C'est pas 1 km3 de magma, c'est 1 km3 de matériaux éjectés. Sachant que 400 mètres du volcan préexistant ont été pulvérisés lors de cette éruption. C'est pour ça que quand on parle de volume, c'est important de savoir si on évoque le volume de magma au départ ou le volume de tous les matériaux éjectés, sachant qu'il y a le magma qui a été vésiculé par l'expansion des gaz, et puis vous avez éventuellement des roches préexistantes qui ont été impliquées dans l'éruption. Donc Mont Sainte-Hélène, 1 km3, et puis à partir de là, vous multipliez chaque fois par 10. Vous multipliez par 10, vous avez le volume de matériaux éjectés par le Pinatubo, 1991, aux Philippines, 10 km3. Vous multipliez encore par 10, vous arrivez aux 100 km3 de l'éruption du Tambora, plus grande éruption historique. Et vous multipliez encore par 10, et vous passez de 100 à 1000 km3. C'est un ordre de grandeur. Et là, on est dans la gamme des supervolcans. Et là, je n'ai pas, heureusement, d'exemple historique à vous donner, parce qu'il n'y en a pas eu. Ok? Voilà, donc c'était important de commencer à définir un petit peu ces échelles de grandeur en termes d'explosivité, de volume éjecté. Et maintenant, je vais essayer de vous présenter quelques caractéristiques essentielles, non pas de supervolcans et de superéruptions. Mais là, je vais raisonner sur les supervolcans d'une façon globale. J'en ai listé ici, c'est pas définitif, hein, mais il y en a une petite dizaine. Et les principales caractéristiques sont les suivantes. Eh bien, la première, j'y ai déjà fait allusion, très importante, au moins une superéruption. Mais souvent, on n'en connaît qu'une. Deuxième caractéristique, ces superéruptions sont très espacées. Entre deux superéruptions, on va avoir plusieurs dizaines de milliers d'années, voire quelques centaines de milliers d'années, voire quelques millions d'années. C'est là qu'on prend conscience du fait que l'échelle des temps géologiques n'a rien à voir avec l'échelle des temps humaine. Ça, vous le savez. Troisième caractéristique, une superéruption sera toujours explosive, et même très explosive. Et le corollaire, on va y venir, c'est que l'on a toujours des magmas acides. Je vais définir dans un instant, pour ceux qui ne le savent pas, ce que l'on entend par magma acide. Quatrième caractéristique, ces superéruptions sont associées à des caldeiras gigantesques. Des caldeiras gigantesques, ça veut dire un dimensionnement de plusieurs dizaines de kilomètres en longueur, donc quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres carrés, et des caldeiras qui vont toujours se former sur une croûte continentale. On ne connaît pas de supervolcan en plein océan. Ou si ça paraît dans l'océan, comme ici en Nouvelle-Zélande, en dessous, il y a quand même de la croûte continentale. Ça, c'est important, on va voir pourquoi, parce que ça permet le stockage de quantités de magma gigantesques. Et puis, cinquième caractéristique, c'est qu'à partir du moment où il y a des caldeiras en surface qui sont gigantesques, eh bien en dessous, on a des réservoirs de magma, ce que les géologues appellent des chambres magmatiques, qui sont également gigantesques, de plusieurs milliers de kilomètres cubes. Et puis la dernière définition qui a quand même son importance, c'est que la définition même de volcan actif ne va pas concerner les supervolcans. Si vous prenez l'acceptation standard d'un volcan actif, telle qu'elle a été édictée par l'USGS, hein, l'équivalent américain du BRGM, mais qui est à peu près acceptée par tout le monde, la définition officielle, un volcan actif est un volcan qui a eu une éruption depuis au moins 10 000 ans. Ça, c'est valable pour les volcans standards, classiques. Pour un supervolcan, vous pouvez avoir une éruption qui a eu lieu il y a 500 000 ans, ça ne veut pas dire qu'il est éteint. Donc cette dernière notion est très importante. Voilà les principales caractéristiques que je viens de vous lister.
Le point suivant est d'évoquer justement le fait que l'on ait des éruptions extrêmement rares mais paroxysmales, et je vais le faire à travers quelques exemples. Tout d'abord, pour vous rappeler que ce qui est important dans le fonctionnement de ces éruptions, c'est que les magmas sont toujours acides. Un magma acide, qu'est-ce que c'est? C'est un magma qui est riche en silice. La composition en silice des magmas va être déterminante, on va le voir dans la diapo suivante, pour comprendre l'explosivité d'une éruption, sachant qu'un magma peut avoir des teneurs en silice évoluant d'environ 45% pour les plus basiques, les magmas basaltiques, jusqu'à 75 à 80% pour les magmas les plus acides. Et vous voyez qu'il y a une corrélation, grossière, mais une corrélation quand même, entre le volume éjecté lors des éruptions et la teneur en silice du magma impliqué. Et tous les supervolcans, dont quelques exemples ont été reportés dans ce diagramme, concernent évidemment des volumes de magma extrêmement importants qui se chiffrent en milliers ou dizaines de milliers de kilomètres cubes, plutôt en milliers, pas jusqu'aux dizaines de milliers, et des magmas qui contiennent toujours plus de 60% de silice. Ça, c'est très important. C'est très important, et pour le comprendre, il faut bien se rappeler qu'il y a une relation étroite entre la chimie d'un magma et la physique de ce magma. Là, je reprends, on va décliner ce diagramme de la base vers le haut. Là, vous avez les gammes de composition en silice des magmas basaltiques, 50%, jusqu'à des magmas rhyolithiques, 75 à 80%. Et à ces variations de composition chimique sont corrélées des variations de viscosité. Des variations de viscosité, à savoir que les magmas basiques, basaltiques, sont peu visqueux, très fluides. La viscosité s'exprime en pascal seconde. Pour les magmas les plus fluides, on a quelques centaines de pascal seconde, alors que pour les magmas les plus visqueux, les plus riches en silice, on a des viscosités qui peuvent aller jusqu'à 10 puissance 10, 10 puissance 12 pascal seconde. Cela veut dire que vous avez 10 ordres, au moins, ça peut être 12, ça peut être à peu près 10 ordres de grandeur d'écart entre les magmas les plus fluides et les magmas les plus visqueux. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les ordres de grandeur, 10 ordres de grandeur d'écart, ça veut dire qu'un magma acide va être 10 milliards de fois plus visqueux qu'un magma basique. D'accord? Et à cette différence de viscosité est corrélée une différence de teneur en gaz. Les magmas basiques sont relativement pauvres en gaz, les magmas acides sont riches en gaz. Et donc quand vous avez un magma qui est pauvre en gaz, mais qui est très fluide, eh bien le dégazage se fait facilement. Quand vous avez un magma qui est beaucoup plus riche en gaz, mais beaucoup plus visqueux, eh bien la viscosité du magma va tendance à retenir les gaz, qui sont beaucoup plus importants. Donc on va avoir une compétition, pour faire simple, entre la quantité de gaz et la viscosité du magma qui retient ces gaz. Et à partir d'un moment, eh bien, la capacité de rétention du magma va céder par rapport à l'expansion des gaz, et ça va vous déclencher des éruptions beaucoup plus violentes. Résultat, l'explosivité augmente lorsque la composition chimique devient plus acide. Alors ça, c'est valable pour tous les magmas, mais ça va être d'autant plus vrai pour un super volcan et pour une super éruption que le volume de magma impliqué, donc le volume de gaz, sera plus important, évidemment. Alors, quelques clés maintenant pour mieux comprendre une superéruption. Dans une superéruption, vous avez plusieurs types de dynamisme qui peuvent intervenir, mais avec toujours un magma acide, donc très riche en silice et beaucoup de gaz. Lorsqu'un tel magma est en profondeur, les gaz sont dissous dans le magma, dans le liquide. Lorsque ce magma remonte en direction de la surface, à un certain moment, il va franchir ce que l'on appelle la courbe de saturation en gaz. Ça va dépendre du gaz, mais le gaz le plus important dans un magma, c'est l'eau, tout simplement.
Et dès lors que ce mélange magma et gaz dissous dans le liquide franchit la courbe de saturation du gaz en question, eh bien des petites bulles de gaz vont apparaître, ce qui va favoriser la remontée du magma en direction de la surface. Ce faisant, la décompression va permettre une dilatation des bulles. La dilatation des bulles va auto-entretenir la remontée du magma et l'ensemble liquide en bleu ici et gaz en blanc incolore à ce niveau-là, eh bien ce mélange, lorsqu'il arrive à l'air libre, va subir une détente plus ou moins importante sous l'effet de l'expansion des gaz. Et cela va entraîner un panache qui va être caractérisé par au début ce qu'on appelle une zone de jet, avec un aérosol qui va sortir à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres à heure. Ensuite, il va atteindre au niveau de la troposphère, au niveau de la base de l'atmosphère, ce qu'on appelle une zone convective, c'est-à-dire que là, on va avoir un mélange turbulent de magma à haute température. Ça a beau être un magma acide, pas très chaud, c'est quand même des températures de 700 à 900 degrés. Ce mélange turbulent à haute température va réchauffer l'air ambiant. L'air ambiant réchauffé va auto-entretenir la remontée du panache jusqu'à des altitudes, pour une superéruption, on l'a vu, supérieures à 25 km, 30 km, 40 km, jusqu'à ce que ce mélange d'aérosols contenant des fragments solides, du liquide et des gaz s'épanche latéralement, généralement à des altitudes stratosphériques. Ça peut être à 10 km, à 20 km, à 30 km, à 40 km d'altitude. Là, le panache va s'étaler et les particules solides vont retomber sous forme de pluie de cendres et de ponce. C'est ce que l'on appelle un panache et des retombées pliniennes. Donc une éruption plinienne, par référence à la description qu'a fait Pline de l'éruption du Vésuve en 79. Sauf que le Vésuve en 79, c'était 3 à 4 km3. Là, on va parler de milliers de kilomètres cubes. Donc, ce n'est pas tout à fait le même ordre de grandeur. Alors, ce principe que je viens de vous définir, on l'a vu avec l'éruption du Vésuve, ne concerne pas que les supervolcans. Mais évidemment, ici, le volume de magma étant exceptionnellement élevé, ça va engendrer des conséquences qui seront exceptionnelles. Donc voilà un exemple de retombée plinienne, très bel exemple d'éruption classique avec des retombées pliniennes, c'était l'éruption de 91 aux Philippines du Pinatubo. Voilà un panache plinien qui est en zone, là on a la zone de jet, là vous avez le mélange turbulent, la zone de convection, et on n'a pas encore l'étalement qui va se faire ici à une trentaine de kilomètres d'altitude, pour ensuite avoir des pluies de cendres et de ponce. Mais ce jet peut s'effondrer. Et si le jet s'effondre sur lui-même, parce que la puissance du jet n'est plus suffisante, ou parce que la charge de matière solide devient trop importante, à ce moment-là, ça va déclencher ce que les géologues appellent des écoulements pyroclastiques. Alors si vous voulez faire simple, appelez ça des nuées ardentes, c'est un terme très générique, qui maintenant est un petit peu abandonné, mais maintenant les géologues ne parlent même plus d'écoulements pyroclastiques, ils sont compliqués, ils parlent de courants de densité pyroclastique. Et puis également le terme d'ignimbrite, que je vais définir dans un instant, qui est très largement représenté dans les super-éruptions. Donc à ce moment-là, eh bien, le panache va s'effondrer sur lui-même. Là, voici une image d'un panache au Semeru, à Java, en Indonésie, que l'on voit en train de s'effondrer pour initier une coulée pyroclastique. Et là, vous avez une coulée pyroclastique en train de progresser dans l'éruption de Pinatubo en 91, avec un véhicule devant. Alors c'est pris un très fort télé, hein, donc le véhicule va s'en sortir, je crois. Et puis ce qui peut se passer, et ça des exemples de super-éruptions vont bien le démontrer, je vais vous en parler tout à l'heure, c'est qu'au cours d'une même éruption, on peut passer, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu à ce sujet, on peut passer de panache plinien à des retombées, à des écoulements, pardon, de coulées pyroclastiques. Tout simplement parce que si l'on raisonne sur ce diagramme, vous avez ici en X la fraction massique de gaz, tandis qu'en Y, vous avez le flux de masse solide transporté par le jet. Dans le cas d'un panache plinien,
vous avez un flux gazeux qui est important, une quantité de matière solide qui est relativement peu importante. Le panache va donc pouvoir s'élever jusqu'à des altitudes stratosphériques, il va pouvoir s'étaler pour retomber comme de la pluie, de cendres et de ponce. Si on est en régime, au contraire, où la fraction massique de gaz n'est pas suffisante pour transporter la quantité de matière solide trop forte, le panache va s'écrouler sur lui-même. Mais si vous êtes dans une situation intermédiaire entre les deux, eh bien, vous comprenez qu'au cours d'une même éruption, on peut passer d'un régime plinien à un régime écoulement pyroclastique ou inversement. Vous avez un régime plinien, le flux gazeux diminue ou la quantité de matière solide augmente, le panache va s'effondrer. Vous êtes en régime écoulement pyroclastique, le volcan remet les gaz à la sortie, on va passer en régime plinien. Et ainsi de suite au cours d'une même éruption. Je vais vous en montrer des exemples sur un cas précis. Et puis, je suis obligé de vous dire quelques mots sur ce terme d'ignimbrite. Alors, ces ignimbrites, ce sont des écoulements pyroclastiques un petit peu particuliers, qui sont toujours ponceux, des ponceux, c'est-à-dire un magma qui est toujours acide, qui est extrêmement riche en gaz et très riche en vésicules dans les gaz, dans la matière solide. Ces dépôts vont toujours être de grande extension, ça doit se chiffrer en centaines, en milliers, dizaines de milliers parfois de kilomètres carrés, toujours très riches en silice, acide, et souvent, mais pas toujours, des roches qui vont se souder à chaud. Parce que ces ignimbrites sont des épanchements qui s'écoulent à l'horizontale, bien que ce soit explosif, c'est pour ça qu'on parle de coulée pyroclastique. Elles vont s'écouler à des températures et en conservant des températures très élevées, de 500, 600 degrés, et ces dépôts vont retomber à chaud. En retombant à chaud, ils vont se souder à chaud, et certaines parties de ces dépôts vont expulser les gaz pour former ce que l'on appelle des fiammes, que je vais vous montrer dans un instant. Alors ceci peut se former de différentes manières, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus parce que c'est pas très important, et quand vous regardez le détail d'un écoulement de ce type, vous avez toujours à la base une coulée pyroclastique, à l'avant vous avez ce qu'on appelle une déferlante avec de l'air chaud qui est entraîné par l'écoulement qui s'épanche en suivant la topographie, et au-dessus vous avez un nuage de cendres très important. Et cette structure interne d'une ignimbrite, on le retrouve quand on regarde des dépôts successifs, au sein d'un même dépôt ignimbritique, sachant que ces dépôts peuvent être d'épaisseur extrêmement variable. Ça peut aller de quelques décimètres, moins de mètres, à plusieurs centaines de mètres. Voilà, je ne m'appesantis pas trop là-dessus, ce n'est pas indispensable. Quand on est sur le terrain, à quoi ressemble une retombée plinienne? Eh bien, c'est tout simplement un amas de ponces. Un amas de ponces qui vont être grossières si on est près du panache, qui vont être beaucoup plus fines si on est plus loin, évidemment. Tandis qu'un écoulement pyroclastique va être beaucoup plus hétérogène, il ne sera pas structuré de la même manière parce que l'écoulement se fait à l'horizontale et non pas sous la forme de retombée verticale. Et lorsque ces ignimbrites se soudent, eh bien vous avez ces particules sombres que l'on appelle des fiammes. Ces fiammes, c'est tout simplement du verre, parce que localement, par effet de soudure à chaud, eh bien les gaz vont être expulsés. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des ponces dans toute la matrice claire ici, vous avez des particules où l'on n'a que du verre qui a expulsé ces gaz. Alors, à partir de ces petites notions qui sont importantes pour savoir comment se produisent ces super-éruptions, je vais maintenant évoquer quelques exemples. Là, j'ai listé 4, 5, 6, 7, 8 super-volcans. Ce n'est pas exhaustif. Et vous voyez que sur ce simple inventaire, eh bien, il y en a déjà 4 qui sont aux États-Unis. Les Américains, ils en ont toujours plus que les autres. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein. Donc 4 supervolcans aux États-Unis. En Europe, on ne connaît qu'un supervolcan. Ce sont les Champflégréens, dont on parle beaucoup actuellement.
C'est aussi en fonction de cette actualité que m'est venue l'idée de proposer un cycle sur les supervolcans, parce que les médias, les réseaux sociaux racontent un peu n'importe quoi, et je pense que c'est un petit peu nécessaire d'essayer de faire le point sur ce qui paraît raisonnable. Alors, parmi les 4 supervolcans qui sont situés aux États-Unis, vous avez bien sûr Yellowstone. Ça, je vais lui consacrer ma prochaine présentation, avec 3 super éruptions. Il y a 2 millions, 1,3 million, 630 000 ans. Ensuite, vous avez Long Valley. Long Valley, c'est un supervolcan qui est à cheval entre la Californie et le Nevada, qui a connu une super éruption très importante il y a 760 000 ans, ce qu'on appelle le Bishop Tuff, le Tuff de Bishop. Un autre supervolcan, le Garita, qui est moins connu, qui lui a fonctionné il y a 28 millions d'années, mais qui est très connu des géologues, parce que c'est dans cette éruption qu'a été émis un tuf que l'on appelle le Fish Canyon, et dans ce tuf, c'est un tuf qui contient un minéral particulier, qui est un feldspath, et qui sert depuis plusieurs décennies de standard classique pour les datations par une méthode potassium-argon ou argon-argon. Donc c'est très connu des géologues. Et puis vous avez Valles Caldera avec 2 super éruptions, il y a 1,4 million et 1,15 million. Ensuite, eh bien, les champs flégréens, j'en parlerai au mois de mai, une super éruption, une seule, il y a 39 000 ans. Gardez ça en tête. Ensuite, eh bien, vous avez au Japon le volcan Daira, dont je vais vous dire 2 mots dans un instant. Ensuite, en Nouvelle-Zélande, le volcan Topo, éruption il y a 25 000 ans. Et puis, le plus célèbre peut-être de tous, le supervolcan de Toba, qui a eu 3 grosses éruptions, il y a 800 000 ans, 500 000 ans et il y a 74 000 ans, la plus importante super éruption que l'on connaisse sur Terre. Donc si vous regardez un petit peu tous ces chiffres, qu'est-ce qu'il apparaît? Eh bien, il apparaît que aucune super éruption historique n'a été documentée. La plus récente de ces super éruptions remonte à 22 000 ans. Ça illustre bien la notion de fréquence de super éruption. Je ne suis pas en train de vous dire qu'aucun de ces volcans n'a eu d'éruption historique. Ils ont quasiment tous eu des éruptions historiques, mais qui n'étaient pas des super éruptions. C'est pour ça que quand on parle de Yellowstone ou des champs flégréens, dont on parle beaucoup dans les médias depuis quelques années, il est très important de faire la part d'un risque potentiel d'une éruption ou d'une super éruption. Et ça, j'en reparlerai notamment au mois de mai à propos des champs flégréens. Alors, un exemple, la plus récente de toutes ces super éruptions, le volcan Daira, ou Daira, je ne sais pas comment on prononce ça. On est sur l'île de Kyushu, qui est l'île la plus méridionale du Japon, et vous avez une éruption qui s'est produite il y a 22 000 ans, qui a émis ici en rose, 22 000 ans après, ce sont tous les affleurements d'ignimbrite que l'on connaît, ce qu'on appelle l'ignimbrite d'Ito. Là, vous avez l'échelle, 20 km. Donc vous voyez qu'on a plus de 100 km, sur plus de 100 km de large, on a eu des ignimbrites qui se sont déposés. Ce volcan est lui-même aligné sur une fracture le long de laquelle d'autres volcans, qui eux ne sont pas des supervolcans, sont également actifs. Alors comment s'est passée l'éruption de 22 000 ans? Ça, on a pu le reconstituer en fonction des témoins que l'on en a actuellement. L'éruption, elle a commencé tout simplement par une petite éruption, une éruption classique. Et puis ensuite, on est passé à une phase plinienne. On le sait tout simplement parce que des retombées pliniennes sont observées en position basale. Donc une éruption plinienne qui a commencé à vidanger le réservoir qui est en dessous. En réponse à cet vidange, on a eu un effondrement en surface. Et cet effondrement a engendré une sortie beaucoup plus importante de magma qui a émis en surface des ignimbrites qui au début étaient relativement peu importantes et qui ensuite sont devenues beaucoup plus importantes avec des volumes caractéristiques d'une super éruption.
Voilà en 2 mots comment les choses se sont produites. Donc cela illustre bien, comme j'essayais de vous le montrer au départ, que l'on a souvent au départ une phase plinienne et qu'on va passer ensuite à des écoulements pyroclastiques, sous forme d'ignimbrite le plus souvent. Et bien sûr, la vidange en profondeur étant importante, et bien cela a engendré un effondrement à l'aplomb de cette vidange pour former une caldeira profonde de quasiment 200 mètres, et on a pu estimer que la vidange a entraîné au moins 450 km3 de magma. 450 km3 DRE, vous multipliez par 2, ça fait 800-900 km3 de matériaux éjectés. Et ceci a formé une caldeira que l'on voit encore très bien quand vous allez au Japon. Vous avez la baie d'Iso ici, et cette grande baie, eh bien c'est la trace, 22 000 ans après, de cet effondrement. Et à l'intérieur, plutôt en bordure de cette caldeira, vous avez un volcan qui reste très actif, mais qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un supervolcan, c'est le Sakurajima. Et au bord de la baie ici, vous avez une grosse agglomération, qui est la ville de Kagoshima, qui compte plus de 600 000 habitants. Et là, je vous montre une éruption qui a eu lieu il y a quelques années, du Sakurajima, avec la ville de Kagoshima. Alors, des Japonais, évidemment, suivent de très près ce supervolcan, parce que 22 000 ans pour un supervolcan, c'est rien. Ce qui veut dire qu'on ne peut absolument pas exclure qu'une nouvelle superéruption puisse se produire. Mais on est évidemment incapable de dire, d'abord, si elle aura lieu, dans 1000 ans ou dans 10 000 ans. Par contre, les scientifiques japonais ont essayé d'évaluer quels pourraient être les effets d'une telle éruption si elle devait se reproduire. Quel serait l'impact? Là, on raisonne à l'échelle de l'ensemble de l'archipel du Japon. L'île de Kyushu est ici, le supervolcan d'Aira est ici, et le petit cercle que vous avez là, ça c'est le cercle des dépôts d'ignimbrite que l'on connaît actuellement 20 000 ans après l'éruption. Si vous avez affaire à des épanchements d'ignimbrite, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Dans ce petit cercle-là, vous avez 7 millions d'habitants qui vivent actuellement. Si j'élargis un petit peu le cercle, dans ce cercle-là, vous avez 40 millions d'habitants, 110 millions, 120 millions, 130 millions. Évidemment, l'impact sera dégressif au fur et à mesure que l'on s'éloigne du supervolcan, mais cela veut dire que si une super éruption devait se produire, je dis bien si, hein, je ne suis pas en train de faire dans le catastrophisme, eh bien évidemment la population potentiellement impactée serait importante. Vous vous en doutez. Autre exemple, Long Valley. Là, on est à la frontière entre la Californie et le Nevada. Voilà la caldeira de Long Valley. Vous avez une caldeira qui fait au bas mot 30 à 40 km de long. C'est une grosse caldeira. Et on a pu identifier l'extension de ce fameux tuf de Bishop, c'est-à-dire toutes ces ignimbrites en fait, qui ont été éjectées par l'éruption il y a 760 000 ans. Le volcan est ici. Et ce nuage que vous avez ici, gris, représente l'extension connue actuellement des cendres, des tufs, des retombées de cette éruption. Là, on est à 500 km, ici on est à 2000 km. Vous voyez qu'une bonne partie de l'Ouest américain a été affectée par cette éruption. Et on a pu estimer les volumes dans la caldeira, simplement. N'oubliez pas que les caldeiras vont se former pendant l'éruption. Donc une partie des produits éjectés après et au fur et à mesure de la formation de la caldeira vont retomber dans la caldeira. Actuellement, 800 000 ans après, dans la caldeira, on a encore 350 km3 de retombées. Et à l'extérieur de la caldeira, on a 100 km3 de retombées sous-entendu pliniennes, verticales, et 200 km3 d'ignimbrite, épanchement latéral. Additionnez le tout, ça vous fait 650 km3. 650 km3, c'est 650 fois l'éruption du mont Sainte-Hélène.
Rappelez-vous, on en a tous parlé en 1980. Voilà un exemple de super-éruption. Et actuellement, eh bien, 800 000 ans après, quand vous allez sur place, eh bien, vous avez ici un très bel affleurement qui vous montre tout d'abord des retombées. Là, c'est un petit affleurement, on n'a que 11 mètres de retombées. Ce sont des matériaux qui sont relativement meubles, donc facilement érodables, donc évidemment avec le temps il y en a de moins en moins. À la base, vous avez des dépôts qui sont bien stratifiés, ça c'est typique de retombées verticales, des retombées pliniennes. Ensuite là vous avez un petit horizon qui correspond à une déferlante, là on passe à des écoulements pyroclastiques et avec au-dessus des ignimbrites. Et voici un autre affleurement, toujours de la même éruption, qui vous montre, mais qui illustre très bien ce que j'essayais de vous expliquer précédemment. À savoir que sur un même affleurement, vous allez pouvoir passer, par exemple ici, d'ignimbrite, écoulement pyroclastique, à des ponces en retombée plinienne, de nouveau une ignimbrite bien soudée, elle ressort, au-dessus de nouveau des ponces et encore des ignimbrites. Ça vous illustre bien le fait qu'au cours de cette même éruption, eh bien, on a eu des changements de régime drastiques dont on retrouve la mémoire à travers les dépôts 20 000 ans après. Et là, je vous mets un bel exemple de fiamme. Vous voyez, là, vous avez une fiamme qui fait 10 cm de long, et ça correspond à la compaction à chaud des ponces qui expulsent leur gaz. Autre exemple, le volcan Taupo, en Nouvelle-Zélande. Alors, volcan Taupo, là, vous avez encore des ignimbrites qui sont importantes. Ça, c'est la cartographie de la grosse éruption qui s'est produite il y a 26 000 ans, qui a été une super éruption. Et puis là, vous avez un autre exemple beaucoup plus réduit d'une petite éruption qui s'est produite en l'an 232, après Jésus-Christ. Et ici, on estime le volume total de pyroclastites. Les pyroclastites, c'est l'ensemble des roches qui ont été projetées, à plus de 1000 km3. Et puis là, je vous présente pas Superwoman, hein, je vous présente simplement un exemple de ponce, de retombée de ponce, plinienne probablement, qui illustre bien la très faible densité de ces matériaux. Et encore un exemple qui illustre le passage d'ignimbrites à des ponces, à des ignimbrites, à des ponces. Et au-dessus, vous avez une ignimbrite qui elle, est beaucoup plus récente, qui correspond à la petite éruption de l'an 230. Alors que tout ce qui est en dessous correspond à la grosse éruption d'il y a 26 000 ans. Et puis le record des records, c'est la fameuse éruption du Toba, à Sumatra, en Indonésie, avec au moins, je dis bien au moins 2800 km3 de matériaux projetés. Actuellement, le Toba, c'est un paysage enchanteresque, avec un beau lac qui remplit une gigantesque caldeira. Mais il y a 74 000 ans, n'oubliez pas que l'éruption qui a éjecté près de 3000 km3 a été probablement au moins 2 fois plus importante que la plus grosse éruption de Yellowstone. Et à Toba, on a enregistré 3 éruptions, 2 éruptions importantes il y a 840 000 ans, il y a 500 000 ans, et une super éruption il y a 74 000 ans. Et ces 3 éruptions ont produit une super caldeira. La première éruption qui s'est produite il y a 800 000 ans a produit une première caldeira en verdâtre ici. La deuxième éruption il y a 500 000 ans a produit une autre petite, tout étant en toute proportion gardée, caldeira. Et puis la troisième, la super éruption de 74 000 ans, elle a réuni les 2 premières. Donc ces 3 calderas ont coalescé pour former actuellement cette super caldeira. Inutile de vous dire que les Indonésiens qui ont, je vous le rappelle, plus de 10% des volcans actifs sur leur territoire sont sur le pied de guerre permanent pour surveiller ce volcan. Là, vous avez tous les points rouges, ça vous montre le réseau sismique installé sur la caldeira du Toba. C'est vous dire que ce volcan est bien surveillé.
Voilà, quant à la super éruption du Toba, eh bien là les chiffres défient toute concurrence. Dans la caldeira, on a retrouvé 1000 km3 d'ignimbrite, environ sur 400 mètres d'épaisseur, sur 2500 km², 25 km, 25 km. Hors caldeira, 1000 km3, avec des épaisseurs qui vont jusqu'à 150 mètres. Ça, c'est hors caldeira. Et en plus de tout ceci, on a identifié également 800 km3 de cendres qui ont été projetées extrêmement loin. Le Toba est ici. Et on a retrouvé des cendres au nord de l'Inde à ce niveau. On a retrouvé des cendres du Toba dans le lac Malawi. Et on en a retrouvé récemment à côté du lac Tana en Éthiopie. Donc à plus de 7000 km, on a retrouvé des cendres. Cette enveloppe-là, c'est une estimation optimiste ou pessimiste, ça dépend comment on se place. Ça, c'est la limite des cendres où il y a au moins 1 cm de cendre. Mais en fait, on en a retrouvé 20 cm au niveau, je ne sais plus si c'est au niveau de Tana ou de Malawi. Et ce qui est important, ça, ces cercles et ces ellipses ont été tracés un petit peu à la louche, mais ça visualise bien l'importance relative de la plus grosse super éruption, Toba, il y a 74 000 ans, de la plus grosse éruption historique, Tambora, 1815, et de la plus grosse éruption du XXe siècle, Pinatubo, 1991. Vous voyez que l'éruption de Pinatubo, et même du Tambora, c'est ridicule par rapport à celle du Toba. Je reparlerai tout à fait à la fin de mon estomac, de mon exposé, je vous reparlerai de cette éruption du Toba, parce qu'on a fait des études récentes qui éclairent un petit peu peut-être sur les hominidés. Si on regarde maintenant la carte isopaque, la carte des épaisseurs, des retombées du Toba, tous ces points rouges, ce sont des forages qui ont été faits en mer ou sur terre. Et là, vous avez les épaisseurs de cendres retrouvées récemment, donc, à partir du Toba qui est ici. Dans tout ce secteur-là, vous avez plus de 1 mètre, plus d'1 mètre de cendres. Et là, vous avez encore 1 cm de cendre. Donc, cela veut dire que l'impact a été important à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle globale. Et ce que l'on a pu montrer par la même occasion, voilà, ça c'est un autre exemple. On a également retrouvé sur tout le pourtour de l'océan Indien, on a retrouvé des ponces flottées. Tout ce qui est en rouge, ce sont des ponces flottées, des ponces qui ont été attribuées à cette éruption, il y a 74 000 ans, que l'on a retrouvées sur les marges, sur les rives. Et on en a retrouvé localement, ou également au fond de l'océan Indien, où on en a retrouvé jusqu'à 6 mètres d'épaisseur. Ça montre bien l'impact global de cette éruption. De plus, sur le pourtour de l'océan Indien, on a également retrouvé des dépôts caractéristiques de tsunami. Il est clair que face à une éruption de ce type, on peut s'attendre à la mise en place de tsunamis importants. Et on en a effectivement retrouvé des indices. Alors, j'ai pas trop le temps de m'appesantir là-dessus, mais les géologues ont trouvé des dépôts qui présentent des caractères sédimentologiques caractéristiques de tsunami. Alors, une anecdote, mais qui est malgré tout intéressante, c'est qu'on a pu démontrer que cette éruption s'est produite en été. On n'est pas sûr de l'année. L'année, je vous dis 74 000 ans, c'est plus ou moins 1000 ans, à peu près. Mais par contre, on sait que ça s'est produit en été, tout simplement en regardant la distribution des cendres. Des cendres, on en a plein dans l'océan Indien, mais on en a également trouvé dans la mer de Chine. Alors ça, c'est intéressant par rapport aux vents caractéristiques des périodes de mousson. Vous avez en noir ici les courants stratosphériques, donc à plus de 10 km d'altitude. Pour faire simple. Ces courants, ils vont toujours, en gros, d'est en ouest. Par contre, si vous regardez les courants troposphériques, basse atmosphère, moins de 10 km,
Eh bien, l'effet de mousson est tel que, en hiver, vous avez des courants qui vont globalement dans ce secteur au niveau de l'océan Indien et de la mer de Chine, qui vont du nord-nord-est au sud-sud-ouest. Tandis qu'en été, les courants vont du sud-sud-ouest vers le nord-nord-est. Donc le Toba étant ici, si vous retrouvez des cendres en mer de Chine, c'est nécessairement que les courants troposphériques ont emporté ces cendres jusqu'à la mer de Chine. Donc l'éruption s'est déroulée en été. Yellowstone, je ne fais que le citer en passant, je vais en parler pendant 1h30 dans un mois, donc ça ce sera pour le 17 avril. Et j'en viens maintenant à l'aspect des calderas. Alors, des calderas gigantesques. Je vais prendre quelques exemples. Alors, les calderas, vous avez compris que c'est le résultat de l'effondrement accommodant une vidange massive et brutale de chambres gigantesques en dessous, dont je vais vous parler après les calderas. Donc, le principe de formation, voilà, on vidange la chambre importante. Dernier exemple de vidange importante, c'était la vallée des 10 000 fumées en 1912, en Alaska, mais on n'était pas dans la classe d'un super volcan, d'une super éruption. Et puis, suite à cette vidange importante, on a un effondrement qui se produit pendant l'éruption, qui va continuer après l'éruption. Ces effondrements ne vont pas se faire du jour au lendemain, ça va être étalé sur plusieurs années, très probablement. Et cela va donner des calderas absolument gigantesques. Par exemple, la caldeira d'Hera, dont je vous ai déjà parlé, 23 km par 17 km. Par exemple, la caldeira de Long Valley. La caldeira de Long Valley, c'est 32 km par 17 km. Quand on parle de petite caldeira, c'est c'est quelques kilomètres, 2, 3, 7, 8 km maximum. Là, on ne parle plus en kilomètres, on parle en dizaines de kilomètres. Le topo, voilà la très belle caldeira du topo. Une caldeira qui est large de 35 km. Alors j'en profite s'il y a des philatélistes parmi vous pour vous évoquer une curiosité qui est une rareté. Ça, c'est un timbre de Nouvelle-Zélande qui montre le lac, la caldeira du Toba. Et il se trouve que là, vous avez le même timbre qui est à l'envers. Ce timbre, il est unique. On n'en connaît qu'un seul exemplaire qui a été retrouvé dans les années 30 dans un cahier d'écolier. Je ne vous dis pas la valeur qu'a pu prendre ce timbre. Voilà, c'est une parenthèse. Comme je suis un peu philatéliste, ça a attiré mon attention. Voilà la caldeira du Toba en vue satellitaire, 100 km par 30 km. Une autre vue. Et une caldeira, ça je l'ai déjà évoqué, qui s'est formée en 3 étapes. À Yellowstone, j'en parlerai dans un mois, on a une caldeira qui fait 90 km par 50 km, absolument gigantesque. Et cette caldeira représente une bonne partie du parc de Yellowstone. Alors une caractéristique qui est extrêmement fréquente dans toutes ces calderas de supervolcans, je dis bien de supervolcans, c'est la présence de dômes résurgents. Ce qu'on appelle des dômes résurgences, ce sont des protubérances, en voici un exemple ici à Long Valley, des reliefs qui ne sont pas des volcans. Ce n'est pas des volcans, c'est simplement des reliefs qui sont liés à des boursouflures, finalement, qui sont liés à la remontée de magma post-caldeira. Vous avez une caldeira qui se forme, vous avez du magma résiduel qui reste dans la chambre. À partir de ce magma résiduel, suite à l'arrivée de nouveaux magmas, vous allez avoir des remontées de magma. Ces remontées de magma peuvent entraîner des éruptions classiques, banales, mais ça peut également entraîner la formation de cils, ce qu'on appelle des cils ou des lacolites, c'est-à-dire des injections de magma qui vont refroidir près de la surface mais sans atteindre la surface, et cela va faire gonfler la surface pour engendrer des dômes. Et ces dômes résurgents, on en connaît dans bon nombre de volcans. On en connaît 2 à Yellowstone, je vous en parlerai la prochaine fois. À Long Valley, on a un très bel exemple, hein, c'est cette île qui est au milieu du lac, à Toba également. Tout ça, ce sont des dômes résurgents, qui ne sont pas des volcans.
Alors les calderas sont importantes parce qu'elles soulignent des vidanges importantes des réservoirs sous-jacents. Venons-en à ces réservoirs sous-jacents, ce que les géologues appellent les chambres magmatiques, ce terme un petit peu magique. Essayons de voir à quoi cela correspond dans le cas de supervolcans et comment on peut les dimensionner, comment les identifier, comment les dimensionner, quelle géométrie ils ont, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces réservoirs, ça c'est très important. Est-ce que tout est liquide, est-ce que c'est en grande partie solidifié, et qu'est-ce qui s'y passe au juste? Alors, comment les identifier? Une première approche qui est très largement utilisée, c'est la tomographie sismique. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà la tomographie sismique, j'ai eu l'occasion de vous en parler, d'autres vous en ont parlé également. Pour ceux qui ne seraient pas familiers, je vous en dis deux mots, c'est tout simplement une méthode géophysique qui consiste à imager en 3D les anomalies de vitesse de propagation des ondes sismiques. Ceci en 3D, sachant que si vous avez une atténuation de la vitesse que l'on peut dimensionner en 3D, eh bien cela veut dire qu'il y a eu un changement d'état physique du matériau traversé par les ondes. Et de cette manière, on peut identifier des réservoirs de magma, donc identifier leur forme, leur géométrie, leur dimension, et également, dans certains cas, préciser l'état physique de ce qui existe dans ces réservoirs, faire la part de ce qui est liquide, de ce qui est déjà partiellement ou totalement cristallisé, ce qui est très important pour envisager le futur, bien sûr. Ça, c'est un exemple concernant Yellowstone, que je ne détaille pas davantage parce que je vais vous en parler au mois d'avril. Par contre, je vous dis deux mots de ce qu'on a pu visualiser sous le supervolcan de Toba. Évidemment que les géophysiciens ont essayé d'imager ce qu'il y a sous ce volcan. Et ce qui apparaît, c'est à faible profondeur, vous avez une très grande chambre magmatique. Quand je dis très grande, c'est vous avez quoi, une trentaine de 30-40 km de large, ou de long, comme vous voulez. Mais sous ce réservoir de magma, qui est en grande partie cristallisé, je vous rassure, sinon on s'en rendrait compte, vous avez toute une série d'injections latérales, ce que l'on appelle des cils. Des cils, ce sont des injections de magma qui se font à l'horizontale. Et toute une série de cils étalés entre 7 km et 30 km de profondeur qui représentent ce que les géologues appellent la plomberie ou la tuyauterie du volcan. Là, on a un supervolcan, donc on a une super tuyauterie. La tuyauterie, elle est en partie verticale, il y a toute une série de relais verticaux, et on a toute une série de magma qui s'injectent à l'horizontale. C'est la raison pour laquelle, en partie, les super-éruptions ne sont pas si fréquentes que ça. Parce que dans toute cette plomberie, eh bien, vous avez des quantités de magma qui vont s'injecter en profondeur sans atteindre la surface, heureusement. Et ça permet de libérer un peu d'énergie. Donc de limiter l'accumulation d'énergie dans le réservoir de surface. Et là, je vous montre quelques résultats. Un résultat d'une étude que je trouve très très belle, qui est relativement récente, la 2016, qui ne se contente pas d'imager la tuyauterie immédiatement sous le volcan de Toba, mais qui permet d'imager, à partir des anomalies de vitesse de propagation des ondes sismiques, ce qui se passe sous le volcan, dans le manteau, jusqu'à la plaque plongeante. Là, vous avez une plaque plongeante, vous avez une zone de subduction qui est soulignée par toute une série de séismes. Tous ces points verts, ce sont des séismes. Là, on a des zones de tension évidemment importantes, donc des séismes. Et puis, on a pu imaginer, imager grâce à la sismique, grâce à la tomographie, deux corridors, deux conduits à travers le manteau, l'un initié à une centaine, 120 km de profondeur, correspondant à une diminution, à une réduction de la vitesse des ondes sismiques, qui est interprétée comme des remontées de magma
issu de la fusion de ce que l'on appelle le coin de manteau. Le coin de manteau, c'est le coin de manteau entre la plaque supérieure et la plaque plongeante. Donc des magmas qui remontent en direction du réservoir profond puis superficiel. Et à ce niveau-là, vous avez une autre anomalie sismique qui, elle, ne peut pas être interprétée comme des transferts de magma parce qu'on n'est pas suffisamment profond, mais comme des transferts d'eau, de fluide aqueux. De fluide aqueux, sachant que là, on est typiquement dans des profondeurs où la plaque plongeante va se déshydrater pour libérer des fluides aqueux. Et tout ceci va converger vers le supervolcan Toba, avec bien sûr une activité sismique superficielle, moyennement superficielle, là on est en base de croûte, au niveau du mot, 30 km, des séismes très superficiels et également des séismes très profonds, directement liés à la subduction. Je trouve cette image très belle et ça illustre bien non seulement la plomberie du volcan, mais également tout ce qui est à l'origine de ce supervolcan. Et puis vous avez une deuxième approche, en plus de la tomographie, c'est évidemment le dimensionnement des calderas. Si vous avez une caldeira de 40 km quelque part, en surface, c'est qu'en dessous, vous avez une vidange qui a été dimensionnée à peu près de la même manière. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le mois prochain, je vous parlerai de Yellowstone. Là, je vous dis deux mots de Longue Valley. Longue Valley, rappelez-vous, c'est cette super éruption il y a 760 000 ans. Eh bien, à Longue Valley, on a pu imager la chambre magmatique de la façon suivante. Vous avez ici une partie qui est déjà complètement cristallisée, sous forme de granit. Là, vous avez une partie en plus clair qui correspond à ce que les anglo-saxons appellent de crystal mush, c'est-à-dire une bouillie de cristaux, ce qui veut dire que là, on a des cristaux qui flottent dans du liquide, et dans la partie supérieure, vous avez du magma liquide que l'on qualifie de magma éruptible. Éruptible quand ça contient moins de 50% de cristaux en volume. Alors, à partir de cela, et puis ici, vous avez, alors ça, ce sont des interprétations à partir de la tomographie, vous avez des injections de magma basique. Tout ce qui est représenté en orange, en rose ou en marron ici, ça, ce sont des magmas acides. Mais dans ce système, vous pouvez avoir des réinjections de magma basaltique qui peuvent être des facteurs déclenchants de nouvelles éruptions, qui peuvent être petites, ça s'est produit, ou qui pourraient être un jour beaucoup plus importantes, si toute la masse de magma éruptible était mise en action. Donc des chambres magmatiques géantes, en surface, ça ce sont des ordres de grandeur globaux, ce n'est pas uniquement l'exemple de Longue Valley. En surface, eh ben, ça va de 1000, 3000 km², c'est à peu près ce que l'on peut déduire de la tomographie et du dimensionnement des calderas. Les volumes, ce sont des volumes qui se chiffrent en quelques milliers de kilomètres cubes, mais je ne suis pas en train de vous dire 5000 km³ de magma liquide, c'est le volume de la chambre, partiellement cristallisé. Caractéristique, cette fois, de la lentille de magma, donc liquide, ça représente quand même facilement de 1 à 2 km, ce qui est énorme. 2 km, c'est 2-3 km², c'est le dimensionnement d'une chambre banale. Là, c'est simplement la partie éruptible supérieure de liquide. Et puis, les géologues, les chimistes et les physiciens se sont beaucoup intéressés au contenu. Essayer de voir à partir de quel ratio liquide-cristaux, une éruption risque de se produire. Je vous montre le résultat à travers 3 figures. Lorsque vous avez moins de 45% de cristaux, vous avez un système convectif. Des courants de convection vont agiter le réservoir. Ces courants de convection vont avoir pour tendance de dissiper la chaleur. Donc là, on a des conditions où le risque d'éruption est extrêmement faible, parce qu'on a une dissipation progressive de la chaleur. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Si, par contre, on a entre 45 et 60% de cristaux,
là, on peut avoir une extraction de liquide par compaction des cristaux. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir former la frange, la tranche de magma éruptible liquide. Si on a plus de 60% de cristaux, là on a un système qui ne permet pas la convection, il y a trop de matière solide. Donc là on est en bonne voie de cristallisation. Alors à partir de là, quels vont être les facteurs déclenchants d'une éruption? On est capable de visualiser géométriquement ce qui pourrait éventuellement être affecté par une éruption, mais les facteurs déclenchants, ils sont multiples. Vous avez bien sûr des causes externes. Les causes externes, c'est la tectonique. Si vous avez des contraintes tectoniques locales, par exemple une faille importante qui s'ouvre à l'aplomb de la chambre, c'est un facteur de risque important. Et puis vous avez toute une série de causes internes. Parmi ces causes internes, vous avez la surpression du magma. N'oubliez pas que le magma, l'essentiel du magma, il est acide. Donc très visqueux, mais riche en gaz. Donc ce magma acide peut exercer une surpression qui peut initier une éruption. La saturation en gaz du magma est évidemment très importante. Si la courbe de saturation du gaz est franchie, à ce moment-là, on peut avoir une exsolution importante des gaz qui vont engendrer une éruption. Et puis bien sûr, un facteur important, c'est la réinjection de magma basique. Pourquoi est-ce important? Tout simplement parce que les magmas basiques basaltiques sont des magmas beaucoup plus chauds, plus de 1000 degrés, 1200 degrés, et ceci peut être un facteur déclenchant d'une éruption à partir du magma éruptible. Donc toutes ces causes peuvent s'additionner, alterner, et éventuellement provoquer une super éruption, qui, je vous le rappelle, ne s'est jamais produite sur Terre depuis 22 000 ans. Cela n'empêche pas évidemment les géologues d'être vigilants, et cela n'empêche pas, et ils s'en donnent à cœur joie, certains médias, de se faire leur chou gras lorsque un supervolcan semble montrer des signes d'alerte, on va dire. Ça, je vous en parlerai la prochaine fois pour Yellowstone et pour les champs flégriens. Là, je vais simplement vous évoquer les conséquences d'une superéruption en prenant, par exemple, l'éruption de Toba. L'éruption de Toba, il y a 74 000 ans. Tout d'abord, un petit schéma simplifié, j'espère qu'il n'est pas trop simpliste, mais au moins simplifié, qui vous montre un petit peu les effets possibles sur la biosphère et sur l'atmosphère d'une éruption volcanique. Qu'elle soit super ou qu'elle ne soit pas super. Simplement, il y aura un coefficient multiplicateur si il s'agit d'une super éruption. Quand vous avez une éruption, je parle là d'éruption explosive, a fortiori avec des magmas qui sont acides, vous avez des émissions de cendres et des émissions de gaz. Je vous ai dit que le gaz le plus important, c'était l'eau. Mais évidemment, il n'y a pas que l'eau, vous avez également du CO2, vous avez du SO2, dioxyde de soufre, de l'hydrogène sulfuré, de l'acide chlorhydrique. Et ce qui va se passer, c'est que ces différents gaz vont réagir avec l'eau tout simplement de l'atmosphère, et vous allez notamment avoir une réaction entre le SO2 et puis l'eau de l'atmosphère qui vont former de l'acide sulfurique et des aérosols sulfatés. Ces aérosols sulfatés vont pouvoir soit se propager à des altitudes stratosphériques, si on est dans une logique de panache plinien, soit éventuellement s'effondrer si on a une coulée pyroclastique. Et donc ces aérosols vont avoir une importance différente selon l'altitude à laquelle on observe les choses. En effet, ces aérosols vont avoir un rôle réflecteur par rapport au rayonnement solaire. Si bien que dans la stratosphère, l'albédo va augmenter. Le rayonnement solaire va augmenter parce qu'on a une réflexion par ces aérosols. On a également une absorption de l'aérosol proprement dit. Donc là, on a un réchauffement du warming. Tandis que en troposphère, en basse altitude et à la surface du globe,
on va au contraire avoir un refroidissement. Ça montre l'effet, tout simplement parce que le rayonnement solaire est filtré par les aérosols qui augmentent l'albédo. L'albédo à la surface de la Terre est extrêmement variable selon la nature de la surface. Je vous donne quelques exemples. Prenez une calotte glaciaire. Calotte glaciaire, c'est un albédo de 0,8. 0,8, ça veut dire que 80% de l'énergie solaire est renvoyée dans l'atmosphère. Vous prenez un sol rocheux, désertique, l'albédo il tombe à 0,4. 40% de l'énergie solaire est renvoyée. Vous mettez la forêt, l'Amazonie, ou Bornéo, ou Sumatra. Toba, c'est à Sumatra, on avait de la forêt. Là, l'albédo, il va chuter à 0,2. Plus que 20% de l'énergie solaire est renvoyée. Et au niveau des océans, ça chute à 0,05. Seuls 5% de l'énergie solaire va être renvoyée. Tout le reste est absorbé par les océans. Eh bien, quand vous avez un nuage volcanique comme ceci, ça augmente l'albédo. Donc, on va avoir des effets de refroidissement, des effets de réchauffement selon le niveau à laquelle on s'adresse. À partir du moment où vous avez des aérosols sulfatés, vous avez également des pluies acides qui vont être engendrées, générées. Ces pluies acides vont bien sûr avoir une influence importante sur le vivant, sur la végétation par exemple. Et on peut avoir des effets qui peuvent être contrastés. Par exemple, c'est pas évoqué sur ce diagramme, mais une éruption volcanique, ça crache du CO2 dans l'atmosphère. Si vous crachez du CO2, on le sait bien avec le CO2 anthropique, ça réchauffe l'atmosphère. Donc ça va à contrario de l'effet refroidissant des aérosols. Mais les aérosols sulfatés ont une puissance, ont un effet infiniment supérieur à la quantité de CO2 qui est à l'effet CO2 craché par les volcans. Donc si on fait le bilan de tout ceci, on va avoir des effets qui sont contrastés, mais qui font que, au niveau de l'aérosol, de la stratosphère, on a un réchauffement, au niveau de la basse atmosphère et de la surface, on a un refroidissement. Alors à partir de là, on a essayé de quantifier ce qui a pu se passer au Toba il y a 74 000 ans. Essayez je dis bien. Pour cela, comment a-t-on procédé? Eh bien, on n'avait pas le choix. À 74 000 ans, on a peu d'observables directs. On en a un petit peu, je vous en parlerai, mais on en a peu. Mais on va simplement raisonner à partir d'un analogue. Un analogue bien connu. Et quel est l'analogue? Alors, c'est pas un analogue, hein, c'est un proxy, parce que l'analogue, il est tout petit. Mais l'analogue le mieux connu, c'est l'éruption du Pinatubo, 1991. Parce que c'est une éruption importante, même si elle est au moins 100 fois moins importante que celle du Toba. Et c'est une éruption qui est suffisamment récente pour avoir été bien documentée. Ça, c'est important. Donc, qu'a-t-on observé sur le Pinatubo? En 1991, les effets du Pinatubo ont été bien compris, bien documentés, notamment les effets des aérosols stratosphériques. Simplement, enfin il y a eu plusieurs façons, mais une des meilleures façons d'illustrer ceci, c'est de raisonner sur ce qu'on appelle la profondeur optique. La profondeur optique, ça traduit le degré d'absorption de la lumière par une couche atmosphérique, avec un code de couleur qui est assez simple. Plus c'est bleu, moins c'est absorbé. Plus les tons sont chauds, plus c'est absorbé. Eh bien, regardons ce qui s'est passé au niveau de l'atmosphère terrestre au moment et après l'éruption du Pinatubo. Là, le Pinatubo, c'était en juin, je sais pas combien, 15 juin, je crois, 10 juin, il me semble. 10 juin 1991. Ça, c'est la profondeur optique, vous reconnaissez ici l'Amérique, l'Afrique, hein, on a le globe dans sa totalité, entre le 10 avril 91 et le 13 mai 91. Donc, avant l'éruption, profondeur optique, aucune absorption. D'accord? Maintenant, voilà, 15 juin, on a l'éruption du Pinatubo. Et ensuite, du 15 juin au 25 juillet, regardez cette bande rouge équatoriale qui est en train de faire le tour de la planète. Là, on atteint un maximum de profondeur optique.
Cela veut dire que, eh bien, que la lumière a été intensément absorbée, le rayonnement solaire a été intensément absorbé par, eh bien, par l'aérosol émis par le Pinatubo qui s'est mis en orbite autour du globe terrestre. Et progressivement, du 23 août 91 au 30 septembre 91, vous voyez une dispersion de cet aérosol depuis les latitudes équatoriales jusqu'aux latitudes polaires, avec bien sûr une atténuation vers les pôles, mais ceci vous montre que la totalité de l'atmosphère terrestre a été impactée par cette éruption. Et ensuite, eh bien là, on a vous voyez, entre le 5 décembre 93 et le 16 janvier 94, on a bien sûr une diminution de cette profondeur optique, mais on n'est pas encore revenu totalement à la normale. Et cette absorption de l'énergie solaire va évidemment entraîner un refroidissement au niveau de la troposphère et au niveau de la surface du sol, puisque le rayonnement est absorbé par le nuage volcanique. Et c'est ce qui est bien documenté à partir de l'éruption du Pinatubo. Là, vous avez la grille des temps. Si vous n'arrivez pas à lire, on va de 1979 à 1995. Là, on est en juin 91, le Pinatubo. Ici, vous avez les températures. Et là, ce sont des mesures qui ont été faites à la base de la stratosphère. Base de la stratosphère, là, vous avez un albédo qui est important, vous avez un réchauffement qui est important. Et vous voyez qu'au moment même de l'éruption du Pinatubo, on a un pic de réchauffement qui est très important, et on a un retour vers la normale qui met à peu près 2 ans. Ceci est bien sûr incorrélé avec ce que je vous ai montré juste avant. Okay. On a observé quelque chose d'un petit peu similaire lors de l'éruption de 1982 du Chichón au Mexique, qui était également une grosse éruption. Si maintenant on regarde ce qui se passe à la base de la troposphère, donc de l'atmosphère de base, eh bien là, au contraire, on a un refroidissement. Ça, ce sont des mesures qui ont été faites à cheval sur les périodes avril, mai, juin, de 91 jusqu'en 97. Là, juste après l'éruption de Pinatubo, on a une chute, et puis progressivement, mais ça prend 5 ans à peu près, pour revenir à la position normale, je dirais. Et puis, quant à la surface terrestre proprement dit, là encore, c'est bien documenté, on a à peu près le même genre de scénario qu'au niveau de la troposphère. Voilà, donc ça, ce sont des proxys à partir de ce qu'on observe au Pinatubo. Alors, à partir de là, on a cherché, quand je dis on, ce sont les géologues, les météorologues, ont cherché à extrapoler du Pinatubo vers l'éruption du Toba, sachant que le Pinatubo, c'est ce petit volume. Ça, c'est plus d'1 centimètre de cendres retrouvées. Ça ne veut pas dire que les cendres n'ont pas fait le tour de la Terre, puisque ça a affecté la météo et le climat. Pour le Toba, c'est beaucoup plus important. Alors, ce que l'on a également, là, on a des mesures qui ont été faites dans les glaces du Groenland. Dans les glaces du Groenland, on a par exemple un pic d'ions. Ça, c'est une courbe des ions sulfate, SO4-, de 60 000 ans, entre 60 000 ans et 80 000 ans. Et vous voyez qu'il y a 73 000 ans, au moment de l'éruption du Toba, on a une élévation des ions SO4. Donc on a un pic d'acidité qui a été répertorié dans les glaces du Groenland. Alors on a estimé pour le Pinatubo, j'en ai parlé, que 2800 km3 au moins de projections ont été éjectées. Cela a permis d'évaluer le tonnage d'acide sulfurique à 10 puissance 8 à 10 puissance 10 tonnes, mais on a une très grosse incertitude justement sur ces aérosols sulfatés. Parce que plusieurs modèles, je vais vous en montrer, ont été proposés, et pour mettre le doigt sur l'incertitude, selon les modèles, le facteur multiplicateur du Pinatubo pour passer au Toba varie, selon les études, de 3 à 300. 3 fois le Pinatubo ou 300 fois le Pinatubo. Et il y a même des modèles qui vont au-delà, vous allez le voir.
Alors, à partir de là, on peut essayer de faire, et certains ne s'en sont pas privés, différents types de simulations. Là, je vous montre un modèle soft. Le modèle soft, c'est simplement Toba égale 3 fois le Pinatubo. 3 fois le Pinatubo, cela voudrait dire que, suite à l'éruption du Toba, on aurait un refroidissement de entre 3 et 4 degrés. Et on aurait un retour à la normale qui prendrait à peu près 8 ans. Allez, on va dire une dizaine d'années. Et au bout d'une dizaine d'années, on reviendrait à peu près à la normale. Ça, c'est une simulation soft. Si on prend les modèles les plus hard, avec Toba égale 300 fois le Pinatubo, là, on aurait en termes de température, à gauche, vous avez l'échelle des températures, à droite, vous avez l'échelle de l'albédo. Les températures, on aurait une chute des températures qui pourrait atteindre la vingtaine de degrés. C'est ce que annoncent ces modèles hard, je précise. Hein. Avec un retour vers la normale qui prendrait quelques dizaines d'années. L'albédo, évidemment, aurait une tendance inverse. Hein. On aurait un albédo qui passerait de 0,3 à 0,7 au niveau de la stratosphère, et puis un retour à la normale hein, qui prendrait également une vingtaine d'années. Ça, ce sont les modèles les plus hard qui soient. Ce qui est certain, sans chiffrer, je vais revenir sur ces modèles dans un instant, sans chiffrer les choses, on a pu montrer que cette éruption du Toba a certainement eu une incidence sur la biosphère. Je vous en montre 2 exemples. Un exemple qui résulte d'une étude qui a été faite en Basilicate, au sud de l'Italie, sur l'importance, l'abondance des taxons d'arbres. Là, vous avez l'échelle de temps, de 90 000 ans jusqu'à l'actuel. Ici, on est à 74 000 ans, éruption du Toba, et vous voyez que par rapport à ce qui était avant l'éruption et ce qui est après, eh bien, on a une diminution significative d'espèces végétales répertoriées dans cet affleurement de Basilicate, ceci à travers, je crois, une étude sur les pollens. Le même genre d'étude a été faite près de Belfort, dans une tourbière. Et là encore, même genre d'observation, qualitativement. Là, on a la diversité des pollens avant l'éruption, et après l'éruption, on a une diminution quasiment on passe de 90 à 20, ça diminue de 4 fois moins de diversité après l'éruption. Et le retour à la normale, on dit que la nature est résiliente, hein, c'est vrai, mais le retour à la normale prend quelques années. Alors, il y a également une hypothèse dont vous avez peut-être entendu parler, qui est à laquelle on a donné le nom d'hypothèse de la catastrophe de Toba. Hypothèse selon laquelle, qui a été publiée, qui a été proposée, qui a été combattue, discutée, l'hypothèse selon laquelle les hominidés de l'époque auraient été largement impactés par l'éruption de Toba, au point de diminuer la population mondiale à moins de 10 000 hominidés, et d'aucuns prétendent que l'humanité a failli disparaître, c'est un peu excessif de dire ça bien sûr, suite à cette éruption. Alors ça, c'est une étude qui remonte à maintenant 25 ans, hein, de Ambrose, qui a été reprise en 2000 par ces 2 géologues, et qui montre un petit peu l'évolution des branches d'hominidés avant l'éruption du Toba et après l'éruption du Toba. Alors, l'hypothèse qui est défendue par ces personnes, ça a été publié dans Science, je crois, une revue qui est censée être sérieuse. Je dis ça censé parce que ça a entraîné évidemment une levée de bouclier par rapport à cette étude. Donc l'idée est que bon nombre de filières évolutives ont été bloquées, ont disparu au moment de cette éruption,
qui aurait provoqué ce que les auteurs ont appelé un hiver volcanique qui aurait duré plusieurs années. Et seules quelques branches évolutives qui se seraient réfugiées dans ce qui a été appelé les corridors verts d'Afrique tropicale auraient pu résister aux effets climatiques, température, perte de nourriture, suite à cette éruption, auraient pu y résister pour repartir et induire des lignées évolutives qui ensuite auraient migré de l'Afrique vers l'Eurasie. Ça, c'est l'hypothèse de la catastrophe de Thomas, qui a été résumée de la façon suivante. Là, vous avez le NEC, le goulot d'étranglement. Tout ceci est basé sur une chronologie qui est établie à partir des isotopes de l'oxygène. OIS, c'est Oxygen Isotopic Stage, donc on a des stades isotopiques 6, 5, 4, 3 qui sont corrélés à des âges précis. Je n'entre pas dans les détails, mais toujours est-il qu'il y a 74 000 ans, là on aurait l'éruption, enfin c'est pas on aurait, là c'est sûr, on a l'éruption du Toba, pardon. Cette éruption, on a de bonnes raisons, peut-être de bonnes raisons de penser qu'elle n'aurait pas pu durer plus de 15 jours. De 9 à 14 jours. Ça, c'est basé encore une fois sur des proxys compte tenu de ce que l'on observe au Pinatubo. Donc, l'éruption débute. Là, on a pendant 9 à 14 jours, on a les ignabrites, les ponces qui se déposent. Ensuite, on aurait un hiver volcanique qui durerait 6 ans. Et ensuite, on a encore un minimum glacial qui reste très froid, qui aurait pu durer 1000 ans. Ceci aurait eu pour conséquence, d'une part, une disparition de nourriture et puis une diminution drastique des hominidés, où seuls les hominidés qui auraient pu se réfugier dans les corridors verts d'Afrique équatoriale, qui auraient pu être préservés par cette éruption, auraient pu ensuite provoquer une renaissance, finalement, pour sortir de ce goulot d'étranglement et pour ensuite aller migrer progressivement de l'Asie vers l'Europe et l'Eurasie. Voilà, c'est l'hypothèse de la catastrophe de Toba, qui est basée sur des scénarios où le Toba représenterait à peu près au moins 100 fois le Pinatubo. Alors, une étude un peu critique a été faite après cela, en 2018, donc relativement récente, qui reprend et qui évalue tous les modèles qui ont été publiés depuis les années 90. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez ici les estimations en millions de tonnes, de soufre, dioxyde de soufre émis. Et vous voyez que selon les modèles, on va de... là, il faut lire ici ce que vous avez en X. Ça, c'est le facteur multiplicateur du Pinatubo vers le Toba. Là, par exemple, c'est un modèle où le soufre émis par le Toba serait 38 fois celui du Pinatubo. Là, vous avez un modèle complètement délirant, mais qui a été publié, qui propose 900 fois le Pinatubo pour le Toba. Et puis, donc tout ce que vous avez ici, ce sont les modèles. Donc vous avez une dizaine de modèles qui ont été publiés à différentes années. Alors il y a certaines études comme Roubok et al. Qui ont proposé 5 modèles différents pour rejeter celui-là, bien sûr. Et puis à côté de ça, vous avez des estimations qui, elles, sont basées davantage sur la géologie. Qu'est-ce que ça veut dire basé sur la géologie? Ça veut dire basé sur des estimations de quantité de soufre que l'on a essayé de quantifier par des analyses que l'on est capable de faire maintenant au synchrotron, de quantité de soufre piégée dans les inclusions fluides de certains minéraux. Et connaissant la façon dont ces minéraux se partagent par rapport au magma, cela permet d'estimer la quantité de soufre qui a pu être expulsée dans l'atmosphère par ces éruptions. Alors ça, c'est intéressant comme étude critique, parce que ça vous montre, ça vous montre que entre les modèles, il y a des disparités absolument énormes.
Les modèles, ils sont dépendants des paramètres que vous rentrez dans le modèle, évidemment. Et vous voyez que beaucoup de modèles ont tendance à considérablement surestimer le facteur multiplicateur du TOBA par rapport aux estimations géologiques. Donc à partir de là, là vous avez le Pinatubo. Hein. Là on est à 1, c'est le Pinatubo par rapport à lui-même. Mais vous voyez que toutes les estimations basées sur des mesures géologiques ne vont pas au-delà maximum de 20 fois le Pinatubo. Donc on est loin des 100 ou 300 fois de certains modèles. Donc ça a conduit certains à réduire à la baisse les estimations qui ont été proposées bien souvent par certains. Alors, je vais terminer avec deux études, j'en ai plus pendant très longtemps, deux études qui ont été effectuées en Afrique. Je vous ai montré tout à l'heure une aire de répartition des cendres, vous montrant que l'on avait retrouvé des cendres du Toba dans le lac Malawi et en Éthiopie. Alors, dans le lac Malawi, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, où deux secteurs ont été forés dans le lac Malawi, un secteur au nord du lac, l'autre secteur au centre du lac, dans lequel on a retrouvé bien sûr des cendres du Pinatubo. Ça, c'était conforté par des datations, par des analyses chimiques. Donc on a un horizon de cendres du Pinatubo. Et on a essayé de voir sur toute une série d'espèces constituant le plancton, la flore du lac, essayer de comparer la diversité, l'abondance que l'on avait avant l'éruption. Et on est remonté grâce au forage avec des prélèvements extrêmement précis. Les tranches de prélèvement, ça allait de mémoire, c'était moins de 10 ans d'intervalle, hein, tous les 7 ou 8 ans, remontant de 100 ans avant l'éruption jusqu'à 300 ans après l'éruption. Tout ceci sur toute une série d'espèces que je ne connais pas, donc je ne vais pas vous en dire davantage, mais ce qui est important, c'est que cette étude montre qu'il n'y a strictement aucune différence entre la diversité végétale, biologique, avant et après l'éruption. Donc, dans le lac Malawi, en tout cas, l'éruption n'a pas eu d'effet important. Il n'y a pas eu de modification drastique de l'environnement de part et d'autre de ce niveau de cendres de Toba. Voilà, donc ça, évidemment, c'est venu à l'encontre de l'hypothèse de la catastrophe de Toba. Hein. Si les sources de nourriture n'ont pas diminué de façon drastique en Afrique équatoriale, il n'y a pas de raison pour lesquelles les hominidés auraient mieux résisté ici qu'ailleurs. Et puis là, je vous montre la toute dernière étude qui est sortie dans Nature il y a tout juste un an, que je trouve intéressante, on va dire, qui essaye de proposer un scénario alternatif. Alors c'est une étude qui a été faite pas très loin du lac Tana. Le lac Tana, c'est le plus grand lac d'Éthiopie, et à partir du lac Tana, vous avez tout un réseau hydrographique. Et il se trouve que sur l'un de ces fleuves, qui manifestement... alors, ce réseau hydrographique n'existait pas forcément il y a 70 000 ans, hein, mais disons que c'est un site qui a été étudié par les archéologues, un site qui se présente de la façon suivante. Vous avez toute une paroi, ça c'est un mur, une paroi hein, qui fait à peu près, on va dire maximum 2 mètres de haut, qui a été étudié de façon extrêmement précise, donc là c'est l'équipement du chantier, et plusieurs prélèvements ont été faits de façon extrêmement fouillée le long de ce paroi. Tous les prélèvements sont représentés sur cette coupe-là, et ici vous avez le niveau en rouge, en rose ici, où l'on a retrouvé sur ce site archéologique des cendres du Toba, avec notamment ici des cendres du Toba à la base, donc ça c'est la première occurrence des cendres, et là vous avez la dernière occurrence des cendres. Donc ça vous permet de bien circonscrire dans ce niveau-là, correspondant à ce niveau-là, la temporalité qui a été affectée par l'éruption du Toba.
Et puis, à travers les différentes fouilles extrêmement minutieuses qui ont été faites, on a retrouvé, outre les cendres du Toba, on a retrouvé des dents de bovidés, on a retrouvé des coquilles d'autruches ou assimilées, et on a retrouvé également toute une série de poissons, de débris de poissons. Pas de poissons entiers, hein, pas des poissons entiers, mais des arêtes de poissons, des fragments de poissons. Et tout ceci a été étudié. On a retrouvé également, j'ai oublié de le préciser, important, on a retrouvé toute une série d'artefacts. Hein, des artefacts avec des pointes, des flèches, et ici des objets qui ont été interprétés comme des harpons. Tout simplement parce que dans ces parties-là jaunes, ils ont trouvé des points d'insertion dans lesquels il y aurait pu avoir des branches et des harpons. Si je vous parle de harpons, ce n'est pas par hasard, c'est parce que tout ceci correspond à des artefacts de chasse et de pêche. Et quand on regarde l'abondance de ce qui a été trouvé dans ce site, eh bien, ce qui est important, c'est qu'on a une évolution totalement opposée des restes de poissons en bleu et des restes de faune terrestre en vert. La faune terrestre, elle diminue de façon drastique au moment de l'éruption du Toba. Elle diminue, et ensuite il y a une reprise. Et inversement, les débris de poissons, il y en a relativement peu en dessous, et au moment de l'éruption du Toba, on a une montée en flèche pour revenir au point de départ après. Ça, ce sont les faits, les observations. À partir de là, eh bien, l'équipe qui a travaillé là-dessus a proposé comme hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, je n'émets pas de jugement, je n'ai absolument pas la compétence de le faire, hein, mais a proposé comme hypothèse que la disparition, du moins la diminution importante de la faune terrestre, traduirait des conditions de sécheresse qui ont été fatales à ces populations de faune terrestre, alors que l'augmentation de débris de poissons corrélée à ces outils de chasse et de pêche serait le témoin de véritables trous d'eau localisés, donc diminution évidemment du réseau hydrographique, on est en période de sécheresse, donc quelques trous d'eau qui auraient concentré la faune aquacole et sur lesquels les hominidés se seraient concentrés également. Donc l'idée qui ressort de tout ceci serait qu'en alternative au corridor vert correspondant aux voies de migration de l'Afrique vers l'Eurasie en période plutôt humide, se substituerait ce que les auteurs ont appelé des corridors bleus, bleus parce que ce seraient des corridors jalonnés par des points d'eau qui auraient permis aux populations locales et pas que locales de se concentrer en période de sécheresse. Voilà, donc ça c'est cette idée de corridor bleu qui aurait pu être créé par l'éruption du Toba. Cet antagonisme entre les deux courbes, poisson versus mammifères, enfin faune terrestre, est assez parlante, provocatrice peut-être. Alors chacun se fera l'idée qu'il veut, hein. Moi je ne fais que vous proposer, que reprendre cette proposition relativement récente qui suggère un scénario de courant migratoire un petit peu différent de ce que l'on a pu évoquer. Et puis reste ensuite à se poser la question de ce qui peut se passer entre des super-éruptions, parce que là je ne vous ai parlé que des super-éruptions, mais dans les super-volcans il se passe plein de choses entre les super-éruptions. Il y a des plus petites éruptions, il y a de l'activité hydrothermale qui est très importante, il y a des séismes, il y a des déformations, et les médias ne se privent pas d'en parler actuellement. C'est la raison pour laquelle je vous invite à revenir dans un mois et dans 2 mois pour en savoir plus. Je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui.
Oui, je ne suis pas revenu là-dessus, effectivement. Ouais, je m'attendais à cette question. La première, c'est de ma faute, j'ai plus pensé à vous parler du pourquoi des supervolcans uniquement en milieu continental, enfin sur de la croûte. C'est que pour que toutes ces superéruptions sont caractérisées par des magmas acides, par des chambres gigantesques. Donc il faut que l'on ait les conditions favorables pour que des magmas puissent résider suffisamment longtemps dans des réservoirs suffisamment grands en restant bloqués dans la croûte pour évoluer de compositions basiques vers des compositions acides, ce qu'on appelle la différenciation magmatique. Dans un contexte océanique où la croûte est mince, on n'a pas des conditions favorables pour stocker de tels réservoirs. Si le réservoir fait toute la dimension de la croûte océanique, dans l'Atlantique, ça descend à 3 km d'épaisseur. Au Pacifique, ça monte à 8 km d'épaisseur, mais ce sont des croûtes qui sont minces, qui ne permettent pas le stockage de magma. C'est la raison pour laquelle le volcanisme océanique, il est largement dominé par les basaltes. On n'a pas des volumes suffisants pour stocker du magma suffisamment longtemps pour que la différenciation évolue vers des magmas acides. C'est la raison pour laquelle les supervolcans sont étroitement associés à des croûtes continentales. Alors la deuxième question, par rapport aux trappes du Décan. L'échelle de temps n'est pas du tout la même. Là, je suis en train de vous parler aujourd'hui, je vous ai parlé de superéruptions. Les superéruptions, l'exemple du Toba, entre 9 et 14 jours. On a des éruptions, des superéruptions pour lesquelles on a des indications comme quoi ça a pu se mettre en place en 2 jours. Quand on évoque les provinces, qu'on appelle les provinces volcaniques géantes du style trappe du Décan, c'est une activité qui est étalée sur, allez, on va dire, si on prend l'hypothèse, un pic d'activité qui va être étalé sur 1 million d'années. Donc, on ne peut pas mettre en parallèle un volume de magma qui peut paraître limité, mais qui se met en place en quelques jours, avec un volume de magma qui va se mettre en place sur 1 million d'années. Donc on a une échelle de temps, de rapport spatio-temporel qui n'est pas le même. Donc les trappes sont des crises volcaniques majeures, évidemment, à l'échelle géologique et à l'échelle globale, mais ça ne correspond pas à des super-éruptions. Ça correspond à des éruptions qui sont étalées dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des crises et des à-coups. Ça, c'est une grande question qui permet de contrôler l'effet sur la biosphère, évidemment. Mais c'est une activité qui est largement étalée dans le temps. Donc ce n'est pas la même échelle de temps. Avez-vous d'autres questions ? Alors, il y aura peut-être des questions qui arriveront sur les champs flégréens, ça faudra attendre un peu, ou sur Yellowstone. On parle beaucoup, vous en êtes rendu compte, dans les médias, on parle beaucoup de est-ce que Yellowstone va se réveiller ? Est-ce que les séismes actuels des champs flégréens sont annonciateurs d'une super éruption ? Ça inquiète. Ça inquiète, mais face à l'inquiétude, le but des médias n'est pas de faire du catastrophisme, c'est d'essayer d'expliquer les choses. Malheureusement, c'est rarement le cas. Non. Est-ce que, pardon ? Bien sûr que non, bien sûr que non. Là, je ne vous ai parlé que de cas relativement récents, finalement. Là, on est remonté à quelques millions d'années. La plupart des éruptions que j'ai essayé de lister rapidement, c'est quelques dizaines, quelques centaines, quelques millions d'années. Cela n'exclut pas qu'il y ait eu des supervolcans bien avant. Et il y en a probablement eu. Mais le problème est toujours le même, c'est comme pour les provinces volcaniques géantes, hein. Plus on remonte dans le temps, plus la difficulté s'accentue pour identifier ces supervolcans parce que la mémoire s'estompe, les témoins se raréfient et ça devient plus compliqué.
Pourquoi y a-t-il 4 supervolcans aux États-Unis? Pourquoi n'y en a-t-il pas en Afrique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne les a pas trouvés. C'est difficile à dire. Hein. Comme ça, boule pour point, je ne sais pas. Ah ben ça, c'est plus la tomographie que les satellites. Les satellites, ils permettent de visualiser de façon très précise la surface de notre planète, mais dès lors qu'on s'intéresse aux profondeurs, c'est davantage la tomographie sismique qui va être opérante. Hein. Alors sous l'Afrique, je ne sais pas, il n'y a pas forcément de lien avec l'absence de supervolcans, mais il se trouve que sous l'Afrique, en profondeur du manteau, on a une structure très particulière, hein, ce qu'on appelle le LLSVP, c'est-à-dire qu'on a une anomalie tomographique qui est enracinée à la base du manteau, donc à 2900 km de profondeur, à partir duquel sont engendrés un certain nombre de volcans de points chauds. Donc on a des panaches. Mais ça, a priori, je ne vois pas clairement comment on pourrait relier ceci à l'absence de supervolcans. Il n'y a pas de raison. Je pense que ce qui va localiser le supervolcan, c'est quand même essentiellement un contrôle au niveau de la lithosphère, un contrôle au niveau de la croûte même, permettant le stockage suffisamment longtemps d'un volume de magma important qui se différencie. Mais bon, pourquoi un supervolcan pourquoi y en a-t-il 4 aux États-Unis? Difficile à dire. Difficile à dire. J'ai pas d'explication qui me vient comme ça à l'esprit. Alors le dalol, pour ceux qui ne connaissent pas, le dalol c'est en Éthiopie, en Afar. Le dalol n'a aucune chance d'être un supervolcan parce que c'est même pas un volcan. D'aucuns parlent du volcan de Dalol, c'est abusif de parler de volcan. Alors le Dalol deviendra peut-être un jour un volcan, mais pour l'instant c'est pas un volcan. Ce qu'on connaît de Dalol, on sait qu'il y a une chambre magmatique en profondeur. À partir de cette chambre magmatique, il y a des magmas qui de temps en temps remontent en direction de la surface. La dernière injection qui a été clairement identifiée, c'était en 2004, qui donne des cils sous Dalol, mais ce qui crée la beauté de Dalol, c'est l'interaction entre des fluides magmatiques et une couche de sel de plus d'1 kilomètre déposée par-dessus. Donc toutes les bains d'acide, les manifestations de Dalol, c'est le résultat d'un hydrothermalisme, donc des fluides magmatiques associés aux évaporites, associés aux dépôts de sel. Mais on n'a jamais trouvé à Dalol une quelconque lave, une quelconque projection volcanique. Ça viendra peut-être un jour. D'ailleurs, je serais curieux de voir ce que deviendrait Dalol si un jour une éruption s'y produisait. Ça détruirait pas mal de choses, sans doute. Donc on est loin des supervolcans. On parle beaucoup aussi, par exemple, je pense à l'éruption minoenne. Bon, l'éruption minoenne, hein, à Santorin, c'est une grosse éruption hein, qui s'est produite en 1650 à peu près, avant Jésus-Christ. C'est une grosse éruption, mais on n'est pas du tout dans la gamme des supervolcans. Le volume de magma estimé pour l'éruption minoenne, c'est à peu près 30 km3 DRE. Donc on peut monter à, allez, on va dire 80 km3 de ponce après vésiculation éjectée. Mais vous voyez, on a grosso modo, on a à peu près un ordre de grandeur d'écart par rapport aux super-éruptions. Quant à l'éruption du Vésuve, c'est ridicule. 3-4 km3. À l'échelle humaine, c'est pas ridicule, mais par rapport aux super-éruptions, ça l'est. C'est très important d'avoir en tête ces ordres de grandeur. Rappelez-vous, Mont-Sainte-Hélène, 1 km3, multiplié par 10. Vous avez Pinatubo, multiplié encore par 10. Vous avez Tambora, vous multipliez encore par 10, vous avez une super éruption.
Ça, c'est approximatif, mais c'est facile à retenir. Voilà. Avez-vous, si vous n'avez pas d'autres questions, le mois prochain, on ira à Yellowstone.